Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner de Kavi Média, qui vous parvient du lundi au vendredi. Quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Au menu de ce matin présidentiel en Guinée, les candidats sont désormais connus. La Cour suprême a rendu public ce mercredi la liste définitive de ceux ayant rempli toutes les conditions requises pour prendre part au scrutin. Conformément à la Constitution, cette publication intervient 45 jours avant l'élection présidentielle. Au total, 9 candidats sont en lice, 7 représentants de partis politiques et 2 indépendants. Cette liste a été arrêtée après le rejet des recours déposés par 18 candidats recalés dont les dossiers avaient été jugés irrecevables. Nous reviendrons plus en détail dans la première partie de cette émission, le scanner. Au Sénégal, une nouvelle tension secoue le sommet de l'État. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont de nouveau au cœur d'un bras de fer politique. En cause, la destitution de la coordinatrice de la coalition présidentielle, Aïssatou Bodj, remplacée par l'ancienne première ministre Aminata Mimi Touré. Une décision du chef de l'État qui ne passe pas au sang du PASTEF. Le parti du premier ministre Sonko n'a d'ailleurs pas tardé à exprimer son désaccord. On en parle également dans cette émission, le scanner. En France, la réforme des retraites de 2023 subit un sérieux revers. Les députés ont adopté hier mercredi 12 novembre la suspension de la mesure lors de la dernière journée de débat à l'Assemblée nationale sur le budget de la sécurité sociale 2026. Le texte a été adopté par 255 voix pour 100 et pour 255 voix pour et 146 contre, une décision parlementaire qui relance un débat social et politique autour de l'avenir du système de retraite. C'est dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Bienvenue à tous dans cette émission, le scanner. Vous nous regardez à la télé. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez à la radio. C'est sur la 89.5, la fréquence qui vous accompagne à Conakry environ. À l'AB, nos partenaires de Beta FM relaient en direct cette émission sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Kavi TV, sur Kavi Média, notre application mobile disponible sur Play Store et App Store et sur siaminfo.com, site d'information. Ici sur ce plateau avec moi, les débatteurs de chaque matin qui va comprendre, décrypter l'actualité, analyser les sujets à l'ordre du jour. Bien, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à nos téléspectateurs et bonjour Yaya Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Atou Kébé. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah. On commence par cette première actualité. Actualité oblige en Guinée, les candidats présidentiels du 28 décembre 2025 sont désormais connus, je l'ai tantôt. La Cour suprême a rendu public ce mercredi la liste définitive des prétendants autorisés à prendre part au scrutin. Il y aura 9 en lice, dont 7 représentants de partis politiques et 2 candidats indépendants. Une de nos équipes était sur place. Suivez le compte-rendu. On se retrouve ici en plateau. Aucun changement sur la liste des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. La Cour suprême a confirmé la liste provisoire publiée le 8 novembre dernier. C'est désormais 9 candidats qui vont compétir dans la course pour être président de la République, pratiquement élu en Guinée. C'est le premier président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, qui a fait lecture de la décision. Article 2. La liste définitive des candidats admis à se présenter
à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 été et publié suivant l'ordre de dépôt de candidature comme suit. 1. Monsieur Abdoulaye Yero Baldé. 2. Madame Makale Kamara. 3. Monsieur Ibrahima Abessila. 4. Monsieur Faya Lansana Milimou. 5. Monsieur Abdoulaye Kourouma. 6. Monsieur Mohamed Nabi. 7. Taj Bouna Keita. 8. Monsieur Mamadi Doumbouya. Et 9. Monsieur Mohamed Sherif. Article 5 dit que le président sera notifié à la Direction nationale des élections, à l'ONASUR et aux partis et candidats indépendants concernés en application des dispositions de l'article 141 et 139 alinéa 3 du Code électoral. Il notait que 18 candidats dont les dossiers avaient été déclarés irrecevables ont porté des recours devant la juridiction. La décision statuant en matière a de nouveau rejeté les griefs portés à cet effet. Article 1er. Toutes les requêtes des partis politiques et des candidats indépendants introduites en contestation de l'arrêt numéro 001 du 8 novembre 2025 de la Cour suprême sont rejetées comme non fondées. C'est un compte-rendu signé Ansou Bailo Baldé, Monsieur Abdoulaye Yero Baldé, Madame Makale Kamara, Monsieur Ibrahima Abessila, Monsieur Faya Lansana Milimono, Monsieur Abdoulaye Kourouma, Monsieur Mohamed Nabé, Monsieur Elhaj Bouna Keita, Monsieur Mamadi Doumbouya, Monsieur Mohamed Sherif Tunkara sont en tout cas les 9 candidats en lice pour la présidentielle du 28 décembre 2025 Fatou Kébé. Évidemment, Abdallah Kamara, on l'a vu dans le compte rendu de Ansou Bailo que la Cour suprême donc a rendu publique la liste définitive des candidats autorisés à participer à cette élection présidentielle. C'était donc la nuit de ce mercredi 12 novembre, il faut le rappeler. Donc la liste provisoire des 9 candidats qui a été publiée est égale à la liste définitive hier qui a été publiée donc par la Cour suprême. Oui. Donc les candidats qui ont fait recours et cette liste définitive intervient après donc examen des comme on appelle des recours des candidats qui ont fait recours. Donc, ce qui veut dire que qui ont déposé leur recours exactement. Donc, c'est une liste définitive qui vient mettre fin à tout contentieux lié donc au processus de validation des candidats devant donc participer à la présidentielle. Donc, on l'a vu, c'est la même liste. Abdoulaye Yero Baldé donc du Front démocratique de Guinée, Frondec, Makale Kamara du Front pour l'Alliance nationale FAN, donc Ibrahima Silla, Nouvelle Génération pour la République NGR, Faya Lansana Milimono, Bloc libéral, BL Abdoulaye Kourouma pour donc le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement PRD, Mohamed Nabé, Alliance pour le Renouveau et le Progrès, ARP, Elhaj Bouna Keita, Rassemblement pour une Guinée prospère, RGP, Mamadi Doumbouya, donc candidat indépendant, et Mohamed Sherif Tunkara, candidat indépendant également. Donc c'est donc la liste définitive qui vient, voilà, donc ce sont des candidats qui vont participer à cette élection qui se pointe à l'horizon. À l'horizon, c'est important de le rappeler, c'est candidats issus des partis politiques et deux indépendants, donc M. Mamadi Doumbouya
et M. Mohamed Chérif Tounkara, qui sont quand même à leur première, leur première au sein du NEC. Je crois que c'est le même cas pour M. Mohamed Nabé. Donc sur cette liste de 9 personnes, et Abdoulaye Robaldé également pour une présidentielle. Donc on peut dire que sur cette liste de 9 personnes, on a quand même 5 qui sont des figures, habitués, des figures connues qui ont participé à des élections ici en République de Guinée. 4 autres, pour l'heure, sont à leur première expérience, puisqu'on parle de la présidentielle. Mais il faut tout de même dire que cette liste définitive est publiée conformément à la Constitution, 45 jours avant le vote, mais fait aussi suite au rejet des recours introduits par 18 candidats recalés dont les dossiers ont été jugés irrecevables. Ça a été rappelé tout à l'heure dans le compte-rendu de Ansoubaï Lobaldé et Djena Boutiam. Justement, cette décision intervient à l'issue de l'examen des recours déposés par ces 18 candidats qui avaient saisi la Cour suprême pour contester la première décision de l'Institut. Il s'agit donc de l'institution, pardon. Il s'agit donc de Mamadou Aliou Cham, Omar Keïta, Madame Kone Hawa Diaré, Monsieur Alseni Oumar Diallo, Amadou Tcherno Diallo, Mamadi Ibrahima Kourouma, Ansoumane Fofana, Aboubakar Sidiki Diakité, Mamadou Saliou Fofana, Lansana Kouyaté, Alpha Condé 2, Morikaba, Tcherno Mamaya Diallo, Ousmane Kaba, Sekouba Diakité, Moussa Berete, Abdoulaye Sadio Diallo et enfin Mohamed Lamine Kaba. Alors, ce sont en gros les personnes qui ont vu leur candidature. Les candidats qui ont vu leur dossier. Leur dossier rejeté. Ainsi, on va aller avec Ousmane Kaba, candidat du Parti démocratique pour l'espoir PADES. Ce candidat s'est exprimé tout de même. Il expose que la Cour suprême a rejeté sa candidature au motif qu'il n'a pas joint à sa déclaration de candidature la fiche d'identité exigée par le code électoral. Je veux parler de l'article 129. Hier, Mohamed Ba le rappelait. Et il ajoute qu'il a produit cette fiche exigée par l'article 129 et que donc la Cour suprême devait écarter la cause d'irrécevabilité retenue contre lui. Ça veut dire que ces dossiers devaient être retenus pour qu'il soit participe à la présidentielle. Et il n'est pas le seul, c'est tout comme Lansana Kouyaté, qui est le président du Parti de l'Espoir pour le développement national, PEDN. Il avait également saisi la Cour suprême, tout comme les 16 autres. Les 17 autres. Oui, en fait, oui, avec un peu moins Kaba. Voilà. Donc, tout comme les autres, dans un délai imparti pour contester la non-récevabilité de son dossier également. Mais après examen, comme on l'a écouté tout à l'heure, la haute juridiction du pays a rendu sa décision. Les recours de ces deux hommes et de plusieurs autres, je veux parler de ces 16 autres hommes qui ont saisi la Cour suprême, ont été jugés irrécevables et non fondés, par conséquent rejetés. Et c'est avec cette décision que la Cour suprême a mis un terme au contentieux électoral relatif à la validation des candidatures. Des candidatures, donc aucun recours possible. Mais cette question, peut-être que je vais poser à Yaya et Mohamed Leba, pouvons-nous désormais croire à l'émergence d'une nouvelle classe politique, ou tout plus une classe politique rajeunie avec de nouvelles figures qui participent à cette présidentielle? S'il s'agit de nouvelles figures, on va en compter quand même au bout des doigts parce que la plupart sont des habitués des faits. Parce que si vous prenez, disons, la nomenclature, notamment Faya Milimono, Abdoulaye Kourouma, Abessila et autres, peut-être que s'il y a de nouvelles figures, on va peut-être dire qu'elles ne sont pas nombreuses, notamment, disons, Abdoulaye Robaldé, le président Mamadi Doumbouya, enfin, M. Mamadi Doumbouya, il faut le dire, parce que la casquette de président pour le moment, il faut en tenir que c'est un candidat comme
comme les autres. On va parler de Chérif, on va parler de Chérif et de Nabé. Et de Nabé, oui. Et de Nabé. Nabé, déjà qui avait quand même, disons, sa formation politique certifiée au bout, disons, de l'évaluation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Enfin, Abdallah, c'était prévisible. Nous, on n'a pas cessé de le rappeler. Et hier même, tu l'avais rappelé, hein, tu dis, tu crains peut-être que le nombre ne diminue, mais augmenter, tu n'es pas sûr. Ça c'était presque impossible parce que déjà, est-ce que ces gens-là même étaient dans le délai de dépôt de ces différents recours? Moi, je l'avais mentionné ici, que même si les pièces, c'est-à-dire fournies, pouvaient venir, disons, à temps, mais est-ce qu'on pouvait être dans le délai, dans le temps? Parce que la Cour suprême, aujourd'hui, on peut tout lui reprocher, sauf quand même de ne pas avoir dit le droit. Parce que la plupart des candidatures qui ont été recalées, vous allez comprendre que c'est soit par négligence ou par méconnaissance pure et simple. Par rapport au cas de Lansana Kouyaté, au cas de Ousmane Kaba, parce que ce sont des exemples parmi tant d'autres. Il faut se dire que c'est des erreurs, c'est-à-dire minimes, mais quand même qui peuvent vous coûter vos ambitions, notamment d'être candidat ou prétendant à ce fauteuil présidentiel. On reproche à Ousmane Kaba de ne pas avoir joint au dossier, c'est-à-dire une pièce d'identification. Ça veut dire qu'il n'avait pas été suffisamment identifié comme étant un candidat normal ayant quand même fourni toutes les pièces. De l'autre côté, pour Lansana Kouyaté, le reproche est qu'il n'a pas fourni ou produit, c'est-à-dire cette autre pièce, notamment par rapport à la déclaration. On parle de pièces authentiques, parce qu'il y a une pièce sûrement, si on parle d'authenticité, ça veut dire que celle qui était partie n'était pas authentique, donc on pouvait facilement se retrouver dans la fausseté, parce que le contraire de l'authentique, je crois que c'est la fausseté. C'est la fausseté. C'est la contrefaçon. Donc, vous allez comprendre que ce sont quand même, parce qu'ils ne se sont pas plaints, c'est-à-dire de cette décision, ils l'ont plutôt attaqué, pensant peut-être que pouvoir, disons, la faire changer à travers ces différents recours introduits. Malheureusement, c'était très difficile, je vous l'ai dit, pour la Cour, non seulement, c'est de dire, peut-être que d'aucuns pouvaient penser non, c'est juste un remplacement. Déjà, vous avez envoyé une copie qui a été jugée non authentique, ça veut dire déjà que le doute plane sur vous et votre candidature, votre personnalité. Est-ce que celle que vous envoyez ou vous enverrez pourrait être prise en compte? Donc c'est un gros point d'interrogation par rapport à ces recours soulevés. Maintenant, il peut y avoir d'autres cas qui ne sont pas similaires à ces cas-là, notamment pour des candidatures rejetées aujourd'hui, parce que déjà ces cas ont été regardés au fond, examinés au fond. C'est pourquoi réexaminer, parce qu'il y a des cas notamment concernant Toumba, même ses avocats aujourd'hui sont en train quand même d'accuser le ministère de la Justice d'en être responsable, et il lui est reproché de n'avoir pas fourni un certificat médical. Et ses avocats disent que le retard a été, disons, sciemment orchestré et préparé par le ministère de la Justice et des droits de l'homme. Aujourd'hui, ce sont des accusations qu'il faut prendre avec des pincettes. Il s'agit d'une guerre ou d'une bataille judiciaire. Donc, il faut se dire que chacun de son côté chacun essaye de tirer le drap de son côté. Donc, c'est très difficile de prendre de telles informations avec beaucoup de sérieux. Il faut les prendre avec des pincettes. Mais ce qui reste aujourd'hui, ces candidatures, par rapport au cas de Toumba, déjà c'est quelqu'un, on ne va pas cesser de le rappeler, qui a été condamné dans une affaire de crime contre l'humanité. Est-ce que la loi le permettait d'être candidat? Peut-être que les juristes pourront nous dire davantage. Ce qui a été évoqué en premier lieu par la Cour suprême, c'était l'absence de certificat médical. Certificat médical, maintenant, ça c'est au-delà. Au-delà même, si même le certificat médical avait été joint à ce dossier-là, est-ce qu'il avait quand même, il était éligible, disons, à la candidature pour la présidentielle? Donc c'est un autre point d'interrogation qu'il faut aujourd'hui souligner par rapport
à cet arrêt de la Cour, il faut dire qu'il n'est pas susceptible d'un autre recours. Donc ça veut dire que c'est terminé. C'est la liste définitive qui est aujourd'hui, disons, publiée. Il faut s'attendre à une autre élection pour voir si ceux qui sont recalés ou dont la candidature a été rejetée pourraient quand même, disons, participer à ces élections futures. Peut-être qui sait, peut-être ils l'ont attendre pendant les législatives. Il y a aussi l'âge qui peut jouer. Par exemple, si vous prenez le cas de on va parler de les plus vieux, les jeunes. Vous parlez des plus vieux. Il y a tout le temps de les plus vieux. Les plus vieux. Lansana Kouyaté, par exemple, Ousmane Kaba, peut-être dans le temps, on ne sait pas. On parle de septennat. C'est le président qui sera élu, donc aura déjà 7 ans. Ça, c'est déjà garanti. Maintenant, s'il arrive à briguer un second mandat, donc ça veut dire qu'on est parti pour 14 ans. Sur 14 ans, si vous rajoutez cela à l'âge déjà de ces deux-là, carrément, à moins qu'on ait une nouvelle constitution, on ne le souhaite pas, parce que celle qui est là... Non, mais on a parlé de... Il faut même éviter cela. On a parlé de 30 ans. De pouvoir toucher à la constitution. Vous comprenez, mais enfin, c'est une question de volonté. C'est pourquoi j'ai dit on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas qu'une tentation, c'est-à-dire de changement de constitution, nous tombe dessus pour le moment. Ce qui reste clair, ces gens n'auront que leurs yeux pour pleurer, parce que la faute vient d'eux. Et d'aucuns qui crient aujourd'hui, je crois, à l'exclusion ou à des calculs politiques ou du politiquement correct. Il faut dire tout simplement que la faute, vous le savez, si le piège vous a été tendu et que vous tombez dedans, c'est que vous l'avez fait sciemment, ça veut dire tout simplement que le recours introduit va produire moins d'effets. Et c'est ce qui s'est passé. Même les plus aveugles pensaient quand même que c'était prévisible que ça allait venir. Et la liste provisoire, il faut dire que la Cour suprême, pour l'air, on pense qu'elle n'a pas triché. Oui, il y a Diallo, la même question pour vous. Rajeunissement de la classe politique ou nouvelle classe politique carrément? Écoutez, je crois que rajeunissement, enfin, on peut le dire en partie, parce qu'on a la majorité des plus vieux qui n'y sont pas. Mais de l'autre côté, nous en avons quand même quelques anciens. Mais bien que ce sont des gens qui n'ont pas un poids politique ou un ancrage politique, pour ainsi dire. Mais nous avons quand même des anciens candidats de 2010 qui y sont nombre de 2. Nous avons Abessila qui a participé, disons, à des échanges électoraux ici, et nous avons Bouna Keïta qui réclame une participation de plus de 3 fois, c'est lui qui l'a rappelé. Alors, donc, ça veut dire tout simplement que ce sont des anciens. Alors, ce sont des anciens qui n'étaient pas forcément liés à la vieille classe politique, puisqu'il faut le rappeler, Abessila fut quand même un des ministres de cette même transition. Donc, il en sait quelque chose. Nous avons Faya Lansana Minimono, de l'autre côté aussi, qui a participé à une échéance électorale en 2015. Donc, si on peut parler de la vieille classe politique au regard de ces 10 dernières années, justement, qui jalonnaient de crises de toutes sortes, et de revirements, donc on peut dire effectivement que ce sont les 3 là peut-être qui sont de la vieille classe politique. Mais de l'autre côté, nous avons quand même des nouvelles têtes qui, bien n'étant sur l'échiquier politique pour certains, ayant participé aux élections législatives de 2020, mais ce sont des gens qui n'étaient pas ou qui n'ont pas, pour ainsi dire, participé à une élection présidentielle. Donc, ce sont des débutants dans cette expérience-là. Et nous avons effectivement des candidatures indépendantes, celle du président, enfin, du général, même si ce sont des titres qui sont intimement liés, de toute évidence. Si on ne peut pas se permettre d'être président de la République, mais c'est le président quand même d'un mouvement ayant justement lui a conduit justement à une candidature indépendante. Mais de toute évidence, c'est un président. Alors, il y a aussi de l'autre côté l'autre jeune aussi qui doit pouvoir prendre part. Donc, ça veut dire que c'est une véritable récomposition. Le plus jeune, c'est le candidat Mamadi Doumbouya.
Le plus jeune. Alors, il est plus jeune que... Il est le plus jeune que Nabé et autres. Il est le plus jeune, il a 41 ans, hein, il faut le rappeler, c'est très important. Et c'est symbolique aussi. Oui, très symbolique, oui. Parce que pour qui connaît quand même un certain nombre de discours tenus, on appelait la plupart des membres du CNRD appelaient de tous leurs vœux d'une récomposition de la classe politique. On accuse à tort ou à raison les anciens d'être les véritables problèmes de ce que nous traversons dans nos pays ici. Alors, ça veut dire tout simplement que il y a une récomposition qui a carrément changé la nature même de l'échiquier politique que nous avons connu dans notre pays ici. Donc, ça veut dire que ce sont des candidats qui seront éventuellement des candidats qui feront face au peuple de Guinée, pour ainsi dire, pour présenter leurs projets de société. Donc, un candidat face à un peuple, on verra bien ce qui va se passer. De l'autre côté, je voudrais dire tout simplement que le fait que certaines candidatures ont été recalées par le fait d'un constat qui peut s'avérer assez dommageable pour les politiques. Quand on dit que vous avez fourni des documents non authentiques liés à la déclaration sur honneur de vos biens, ça veut dire tout simplement qu'il y a un problème qui se pose, un problème de crédibilité, un problème de moralité, pour ainsi dire. Alors, ce sont des gens qui vont peut-être aller à la retraite politique, je ne sais pas trop, mais avec, disons, en partie une image écorchée. C'est souillé, s'il faut le dire comme ça, parce que ils doivent pouvoir effectivement essayer de laver cet honneur-là et de prouver le contraire. C'était une très belle occasion pour pouvoir justement fournir des documents authentiques et qu'on sorte de cela. Alors que vous avez déclaré votre intention de participer à une élection présidentielle, vous avez soumis vos documents qui ont été examinés au cas par cas, et bien finalement il se révèle que vous n'avez pas fourni tous les éléments exigés, ou tout au plus vous avez fourni des éléments qui n'ont pas été suffisamment disons valables. Donc je pense que ça a quand même un coût politique, parce que de toute évidence c'est presque la fin de leur carrière politique. Ce qu'on retiendra le plus, que ce sont des gens qui ont été recalés par le fait de tel ou tel fait, qui me semble être politiquement très grave pour l'histoire qui doit pouvoir éventuellement caractériser leur parcours politique. Donc, je pense que c'est fondamental qu'ils essaient encore une fois de résoudre cela et que cela soit officialisé. Il y a certainement des procédures juridiques, au-delà même de la Cour suprême. Peut-être éventuellement, ils peuvent essayer de se rattraper. C'est quelque chose de très fondamental. On a connu des jeunes aussi qui ont quand même crié à l'exclusion. Il faut les entendre, il faut les écouter, les comprendre. Le ressentiment qu'ils nourrissent, disons, face à ces rejets-là, éventuellement, je pense qu'on peut les comprendre, mais c'est la loi, on est dans une république. On les a permis quand même de contester juridiquement ce qui a prévalu à l'irrécevabilité de leur dossier, éventuellement le rejet, puisqu'on a jugé quand même les requêtes infondées. Donc ça veut dire tout simplement que ce sont des arguments juridiques qui ont prévalu à ce rejet-là. Et on n'a pas à contester ou à crier au scandale. C'est la République, et la République y va avec les lois. Donc c'est un avertissement pour tout un chacun. Essayons de respecter les lois que nous avons librement souscrites, et c'est valable pour un ministre, pour le président de la République, pour tout un citoyen. C'est cela aussi la République. Donc je pense que les acteurs de l'appareil judiciaire sont avertis. Il faut essayer de veiller à ce que chacun, en ce qui lui concerne, quelle que soit la proportion de sa responsabilité, puisse accepter de respecter la loi. Ça y va avec l'honneur de la République, ça y va même avec la prospérité que nous réclamons tant. La prospérité que nous réclamons tant. Je lisais ce matin un juriste qui écrivait, je cite, avec l'arrêt de la Cour suprême qui expose les moyens des requérants. Voyez-vous qu'il n'y a aucun complot derrière. Ils ont mal déposé leur candidature et le juge, en bon droit, les a rejetés. Ce qui soulève une autre question. Aujourd'hui, on parle de 9 candidats qui sont en liste, mais est-ce que, pour vous, on va faire un tour de table, un autre tour de table, cette fois avec tout le monde, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'heure est aux alliances Mohamed Leba, avec des partis qui sont des dossiers recalés? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'alliance, puisque Abdoulaye Kourma l'avait rappelé, depuis sa première interview,
que l'heure est aux alliances. Je crois qu'il avait cette perception avant même la publication de la liste définitive. Et vous savez déjà que les intentions des uns et des autres, la plupart, vous allez comprendre que ce n'est pas pour avoir le fauteuil présidentiel, mais c'est non seulement, disons, une question de visibilité, et de l'autre côté, vous allez comprendre qu'il y a d'autres intérêts, notamment pour des élections futures, et les législatives et d'autres élections qui pourraient, disons, être organisées ici dans notre pays. Donc, par rapport à la question des alliances, on attendra sûrement peut-être de voir, il serait peut-être trop tôt de se prononcer dessus, mais ce qui reste clair aujourd'hui, ça quand même paraît comme étant l'ultime alternative pour des uns et des autres. On a même vu des candidats même aujourd'hui dont le dossier est, disons, validé, qui parlent, disons, de cette question d'alliance. On parle bien, vous venez de le rappeler, Abdoulaye Kourouma, et voilà, et une déclaration qui a quand même laissé beaucoup de gens, c'est-à-dire, disons, sur l'air fin, notamment par rapport à ses réelles intentions concernant sa participation. Parce que jusqu'au moment du dépôt de candidature, lui presque ne parlait plus. Quelqu'un qui est quand même connu pour ne pas, disons, très tranchant, surtout quand il s'agit des questions de pouvoir, quand il s'agit des questions d'opposition. Abdoulaye Kourouma qui n'avait pas, disons, sa langue dans sa poche, comme on aime le dire chez nous. Et voilà, parler trop tôt, disons, d'une question d'alliance, on attendra sûrement de voir à quoi va ressembler ce scrutin. Il faut le dire que ce scrutin présidentiel, il est majeur dans notre pays et ça va marquer un tournant décisif pour l'histoire, disons, guinéenne, parce que ça va mettre fin non seulement à cette transition que nous traversons depuis 4 ans maintenant, et de l'autre côté, ça pourrait quand même permettre à revenir à l'ordre constitutionnel tant réclamé par, disons, par les opposants, d'autres acteurs politiques et même, disons, ceux qui sont au pouvoir, parce qu'à chaque fois, à chaque sortie, on essaye quand même d'expliquer aux populations qu'on est en train de tenter le tout pour retourner à l'ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, je crois que c'est un autre pas franchi pour ce retour à l'ordre constitutionnel. Et je crois que cela pourrait être parfait, disons, par cette élection présidentielle. Pour les cas d'alliance, il faut s'y attendre et c'est chose qui va venir. Ouais. Mais comment ça va se passer? Pour le moment, nous avons des candidats, ils sont au nombre de 9. On attendra de voir, est-ce qu'on va administrer ou on va assister à un coup KO, disons, dès le premier tour. Pour le moment, tout porte à le croire. Je ne vais pas, disons, individuellement prendre la candidature. On ne va pas prédire l'avenir. On ne prédit pas l'avenir. Nous estimons peut-être que évidemment, peut-être qu'il peut y avoir un second tour. Il peut y avoir peut-être des surprises, mais pour le moment, ça va être très difficile de prendre individuellement, disons, ces différentes candidatures-là pour les évaluer par rapport à la possibilité aujourd'hui ou aux différentes chances des uns et des autres pour briguer cette magistrature suprême. Qu'à cela ne tienne, il faut se dire que les alliances, ça fait partie de la démocratie, ça fait partie de l'acceptation, ça fait partie aussi, disons, des questions politiques, notamment parfois du politiquement correct même. Parce que nous avons vu en 2010, concernant l'alliance ici, avec Cellou Dalein Diallo, disons Sidya Touré. En tout cas, ce sont ces alliances qui ont permis à Alpha Condé. Ce sont ces alliances qui ont permis en grande partie, disons en grande partie, à Alpha Condé, même si les résultats ont été quand même, disons, voilà, n'avaient pas tout de suite été acceptés par les uns et les autres, notamment le challenger direct d'Alpha Condé, qui était Cellou Dalein Diallo, il a quand même fallu qu'il y ait, disons, des interventions des uns et des autres, des médiations pour qu'il arrive à accepter et finalement, disons, ces différents résultats-là. Il y a cette question aussi de réaction post-électorale. Pour le moment, il faut dire que c'est bien possible et on en aura, c'est sûr, cette question liée à ces différentes alliances. Des alliances dès le premier tour, vous y croyez, vous également, Kébé?
Bien sûr, Abdallah, c'est évident, les alliances, ça va être peut-être cette alternative, comme on appelle, pour ces candidats de pouvoir participer ou de continuer la course à cette présidentielle. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est la particularité qu'a, comment on appelle cette élection. Depuis le choix, comment on appelle, des partis politiques devant exercer sur le territoire national le dépôt des dossiers jusqu'à la validation aujourd'hui des candidats, comment on appelle, des candidats, la liste définitive des candidats qui sont autorisés à participer à l'élection. L'élection a une certaine particularité. D'abord, les candidats, les grandes formations que les Guinéens ont l'habitude de voir sur la scène politique quand on parle de présidentielle ne sont pas là. Il y a eu des contestations, il y a eu un peu de soulèvement de par-ci, par-là, des dénonciations. Mais ce qui reste clair, on a quand même assisté à une sorte d'assainissement de la classe politique. Il fallait que, comment on appelle, les candidats se mettent en règle, que ce soit les formations politiques ou même les candidats indépendants, ce qui fut fait. Donc aujourd'hui, on est face maintenant à, comment on appelle, on tend vers la présidentielle. Il n'y a plus rien qui va comment on appelle, arrêter ce processus-là. Peut-être après cette liste définitive, on va directement aller sur la campagne, l'ouverture de la campagne présidentielle. Ce sera en tout cas autour du 25 novembre. Bien sûr, enfin pratiquement disons vers la fin. Oui, disons vers la fin de ce mois. Donc les alliances, moi je crois que c'est possible. C'est possible que certaines se mettent ensemble pour pouvoir aller à cette course. Oui, Diallo, la même chose. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui certains vont se rallier derrière ces candidats qui sont quand même, on a 7 partis politiques et 2 candidatures indépendantes. Est-ce que vous y croyez ou vous estimez que ça viendra certainement au deuxième tour, s'il y en a? Bah oui, des alliances en amont, il doit y avoir par le fait qu'il y a beaucoup qui ont été recalés. 50 dossiers neufs ont été validés, donc certainement d'autres essayent de se rallier pour exister. Donc c'est naturel que cela puisse se passer. De l'autre côté, il y aura des alliances en aval, il faut le dire, parce que tout simplement, après le premier tour, les uns et les autres vont essayer de se mettre ensemble pour pouvoir gagner les élections. Alors, moi, je pense que le début de cette campagne déterminera un peu la nature de ce qui sera cette élection. On peut même se permettre de faire des pronostics à partir de là, parce que les discours tenus, les programmes présentés détermineront effectivement la chance de tout un chacun. Alors, est-ce qu'il y aura des candidats qui vont aller carrément à l'encontre de la vision du candidat Mamadi qui est déjà connu, puisque jusqu'à présent, c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui a posé, il a la chance de poser des actes. Donc, à partir de là, il peut s'appuyer pour dire, je peux faire mieux demain. Alors, si vous me portez votre confiance, il y a certains qui n'ont jamais eu cette chance-là, peut-être qui ont été ministres ici, mais le discours que ces gens-là vont tenir, puisque il faut dire qu'ils sont tous des adversaires jusque-là, c'est des gens qui cherchent le seul fauteuil, donc il n'y a pas à lier que les uns et les autres puissent s'en accommoder, disons, à ce qui est déjà là, c'est-à-dire qu'un discours dans un sens unique. Donc, est-ce qu'il y aura ce qu'on a déjà connu, qui est naturel à toutes les campagnes présidentielles, de débats d'idées, des débats approfondis. Alors, c'est qui, parmi les 8 candidats qui auront la chance éventuellement de participer à cette présidentielle-là, ce sont des gens quand même peut-être qui pourront avoir un programme de société, peut-être qui peut être, disons... Donc pour vous, le défi aujourd'hui, c'est vraiment... Enfin, justement, le programme de société que les uns et les autres auront, puisqu'il va être comparatif forcément à ce que nous sommes en train de vivre ici. C'est des gens qui viendront, on peut faire mieux ce que nous sommes en train de traverser ici. C'est le discours qu'ils vont jeter maintenant. Comment pourront-ils faire mieux que ce que nous sommes en train de faire ici? C'est là où nous les attendrons et nous les écouterons et analyserons, disons, cliniquement leur discours. Parce qu'il ne s'agit pas de venir ici, comme on a l'habitude de le dire. Et là, c'est à la presse, c'est au peuple de Guinée d'être rigoureux vis-à-vis de ces gens-là. On ne vient pas profiter à une présidentielle. Vous venez prêt avec un programme de société que vous êtes apte
à défendre. Donc c'est là où nous attendons, on verra bien, mais il y a déjà certains qui me semblent être des accompagnateurs. Vous savez, les élections présidentielles, il y a certains qui partent conscients qu'ils ne seront pas élus. Déjà. Qui aspire à avoir des alliances, s'il y a un deuxième tour ou des postes ministériels. Attention, c'est ça aussi la politique. Justement. Maintenant, qui, en cas, s'il y aura un deuxième tour, qui peut-être sera face à qui et comment les alliances vont se nouer. Je pense que les politiques, quand même, ont cette culture en Guinée ici. On ne salit pas un perdant. Alors, voyez-vous, ça c'est vrai. C'est comment ça va se passer. Donc, voilà. Oui, s'il y aura un deuxième tour, non mais c'est la Guinée. C'est la culture. Non, on salit. Enfin, je crois qu'on verra bien, comme on le dit, ce qui pourrait advenir du début de cette campagne présidentielle-là. Il y a des hommes et des femmes qui sont expérimentés, il faut le rappeler, et qui sont dedans, politiquement, administrativement. Il y a certains aussi qui n'ont pas eu, peut-être qui veulent justement commencer de maintenant. Parce qu'ils estiment que les cartes ont été redistribuées, peut-être. Oui, vous savez, là, fondamentalement, ça va être très difficile de faire des pronostics parce que voilà, le terrain politique est là. On a connu des mastodontes qui ont longtemps dominé sur l'échiquier politique, qui ne font plus partie de cette course-là. Donc, le terrain est libre. Parce qu'il faut les citer. RPG Arc-en-Ciel, UFDG, UFR, c'était quand même sur les 10 dernières années. Et désormais, là, ça n'a plus été du PDN et l'autre là. Ousmane Kaba du PADES. Maintenant, donc, on peut dire que ces 5 formations sur les 10 dernières années qui ont quand même alimenté le débat politique ne sont pas quand même présents sur cette liste. Donc, que les cartes sont redistribuées. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, difficile de faire des pronostics parce que on pourrait s'attendre à des surprises. Exactement. Une grosse surprise. Ça s'est passé du côté de moi, je crois. Pas interdit tout ce qui est politique, pour le moment, la politique n'est pas une religion. C'est ça aussi la différence. Et moi, on ne peut pas rester que sur le figé. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, peut-être que c'est le temps de le rappeler, c'est, disons, la non-participation de l'UFR. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, la non-participation de l'UFR qui n'a pas présenté de avait candidat. annoncé la candidature justement de son président, Sidia Touré. Mais finalement, on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un silence de cathédrale. Tu réponds à ça. Tu réponds à ça directement. Sidia Touré, il a 80 ans. Vous voulez avoir quoi? Quelqu'un qui a 80 ans ne peut pas. Non, au-delà de ça, il y a la formation politique. Non, je parle du candidat Sidia. Ils ont dit que Sidia, ils vont présenter un candidat. Moi, je parle de la candidature de l'UFR. C'est-à-dire quelqu'un de l'UFR. Ça veut dire que politiquement, c'était mal réfléchi. De ne pas quand même, disons, envoyer un candidat. Sachant réellement que la nouvelle constitution nous élimine. Parce qu'au moment où l'UFR avait fait cette annonce, la nouvelle constitution, je crois, était des années. Même si elle n'est pas née, il y avait l'avant-projet de nouvelle constitution. Donc, ça veut dire déjà qu'on avait fait... C'était promulgué déjà, la nouvelle constitution était là. Tu vois, donc c'est qu'elle était née, elle était là, ça veut dire que déjà, on avait quand même, disons, pris connaissance du contenu de cette loi fondamentale. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un silence de cathédrale finalement. Il y a assez de formations comme ça, oui. J'ai terminé pour dire que, enfin, il y a des caps qui peuvent se jouer. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ça, nous avons connu quand même l'IDG de Mamadou Sylla aussi qui a volontairement, disons, renoncé à sa participation à cette élection. Nous avons aussi connu d'autres partis aussi, qui, bien que insignifiants quand même, mais qui ont existé sur l'échiquier politique. Donc, ça veut dire tout simplement que cette élection, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous suivez bien mon égard, assez d'efforts à fournir. On peut se poser la question face à qui. Et voilà, donc ça veut dire tout simplement qu'on y va. Mais voilà, donc l'enjeu est trop minime par rapport à ce qui pourrait être comme étant une course très serrée. Donc moi je ne vois pas ça déjà, parce qu'il faut dire que, voilà, donc comme on le dit souvent, il n'y a pas match. Et comme tel, on attend de voir s'il y aura même un deuxième tour. Mais toujours est-il que c'est une occasion pour les uns et les autres de pouvoir prouver ce que
ce dont ils sont capables. Donc c'est une occasion rare, ce n'est pas donné à n'importe qui, candidat. C'est tout ce que certains politiques cherchent. Hein. Je dis ici qu'il y a d'autres qui ici, ils sont conscients déjà, en y déposant leur dossier, ils ne seront pas élus. Mais puisque c'est une aubaine politique pour eux, pour grandir politiquement, parce que participer à une élection aussi, c'est quelque chose de très chéri chez les politiques. Donc, ils cherchent toujours à être présents. Donc, ça peut être quelque chose de politiquement rentable pour eux. Même la crédibilité. Justement. Donc, il y a des jeunes qui sont là et voilà, donc ça peut leur permettre. Et éventuellement, s'ils arrivent à s'efforcer pour pouvoir avoir ne serait-ce que quelques voix, parce que ça compte aussi, ça peut renforcer leur légitimité. Éventuellement, ils peuvent être plus ou moins des opposants légitimes et ils pourront, en fin de compte, obtenir quelque chose à travers les élections prochaines, les élections législatives pour ainsi dire, et communales. Et éventuellement, il peut y avoir des alliances aussi qui peuvent se nuer. Et pourquoi pas aussi, ils peuvent tous aussi décider éventuellement d'accompagner celui qui sera élu au nom de la République. Au nom de la République, Guéna Boutiama, est-ce que vous y croyez, vous également, à des alliances dès le premier tour, ou vous estimez comme moi qu'il y aura forcément ou peut-être un deuxième tour? Parlons d'abord d'alliances. Moi, je crois qu'il y aura des alliances parce qu'il y a beaucoup de formations politiques qui se sont retenues de se présenter en soutenant un candidat indépendant. On l'a vu, ils sont sortis, ils ont tapé campagne pour que la personne se porte candidat à l'élection présidentielle. C'est déjà une alliance. Et pourquoi pas d'autres alliances qui vont suivre. Et donc, moi, je ne me prononcerai pas sur ce qui pourrait se passer s'il y aura un deuxième tour ou pas, puisqu'on ne sait pas comment l'élection va se passer, qu'est-ce qui va caractériser l'élection. Donc, j'attends de voir. J'aimerais avoir cet effet de surprise. Et peut-être qu'il y aura un deuxième tour. Peut-être que le candidat qui va remporter plus de voix viendra directement à la tête du pays avec les voix. Mais en tout cas, j'aimerais voir l'effet de surprise. Et pour les alliances, je sais qu'il y en aura, et vu que ça existe déjà. Vu que ça existe déjà, vous l'avez compris, 9 candidats sont en lice pour la présidentielle à venir. Cette formation politique, je cite, Baldé, Abdoulaye Hero, Makale Kamara, qui appartient également à une formation politique, Ibrahim Abessila, Faya, Lansana Midimono, Abdoulaye Kourouma, Mohamed Nabé et Elhaj Bouna Keïta. On a 2 candidats indépendants, c'est M. Mamadi Doumbouya et M. Mohamed Chérif Tunkara. Donc, c'est déjà connu. On attend donc officiellement le lancement de la campagne présidentielle. Rapidement, en 1 minute, parce qu'on doit tourner rapidement. la page. Ce que je voulais rappeler, c'est que quand on regarde l'image de cette liste-là, on se rend compte vraiment que l'enjeu, peut-être que je vais revenir sur ce que Yaya a dit, l'enjeu n'est pas vraiment trop grand. Les grandes formations dont les Guinéens avaient vraiment... Non, on ne peut pas dire ça, les cartes sont redistribuées, à personne de ne pas venir. Il a soulevé le cas de l'UFR tout à l'heure. On a dit à personne de ne présenter le candidat. Non, personne. Il n'y a que 2 partis qui se trouvent peut-être dans cette posture. On parle du LPG et de l'UFDG. Mais quand même, le PADES est venu, c'est le PADES qui s'est mis dans cette situation. Exactement. On a le PEDN qui s'est mis aussi dans cette situation. Bien sûr. On a qui encore? On a l'UFR qui a voulu rester. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire... Attention, on parle du présidentiel là, sans enjeu. Oui, je sais l'enjeu est là. Mais quand on parle par exemple des programmes de société de ces candidats-là, il faudrait quand même que les programmes soient riches. Et sur la classe politique. Il y a beaucoup qui vont aller faire du couper-coller, n'oubliez pas aussi. Attendons de voir. Oui, je suis d'accord. Mais il y a une question de légitimité. Il faut aller avec les militants et les sympathisants. Donc, pour les faire adhérer, il faut beaucoup d'efforts. Donc, le niveau... c'est-à-dire auxquelles les autres formations étaient. Il y a ces formations ici qu'on voit sur cette liste qui n'ont pas atteint encore ce niveau. On parle d'alliance. Attention. Je suis d'accord. Oui. Mais s'il y a des alliances,
il y a des partis politiques qui appellent à leurs militants de voter pour tel. Attention, c'est ça le vrai enjeu. Oui. On est en train de tout dire. On a vu comme le LP Arc-en-Ciel qui a fait un communiqué pour l'heure qui n'a pas donné de consigne de vote. Bien sûr. Attention, il y a d'autres partis aujourd'hui. J'ai cru lire un article où on disait qu'il y a des candidats qui ont commencé à démarcher le lueur de l'UFDG. C'est ça aussi la politique. La politique, peut-être ce que nous ne voyons pas, peut se passer derrière nous. Hein? Peut-être on ne voit pas toutes les réalités. Il y a toujours des alliances. Il y a toujours des alliances. Il y a toujours des surprises. Et l'alliance, c'est pas juste pour maquiller. Oui, c'est ça. Non, ça permet, ça permet d'augmenter. C'est de pouvoir recueillir des voix. Oui, ça gonfler le nombre de militants et sympathisants, même si ça ne va pas être pour de bon, juste pour atteindre. Oui, pour la présidentielle. Voilà, super. Exactement. Et peut-être qu'il y aura des choses qui seront proposées aux uns et des autres. On va attendre voir. Le terrain, c'est ce qui va définir. Par rapport à cela, il faut passer surtout à la sensibilisation. J'ai bien aimé la dernière fois, c'était la sortie du ministre Taran, notamment par rapport à cette question liée au programme des sociétés. Au choix même. Il y a aussi beaucoup de politique. Et au discours tenu. Au discours tenu. Parce qu'on a une mauvaise habitude chez nous. On ne regarde pas les programmes des sociétés, mais plutôt les personnes qui portent ces programmes. Et c'est ce qui nous a beaucoup fait, c'est-à-dire faire de mauvais choix concernant, disons, l'avenir ou l'histoire politique même de notre pays ici. Il faut que cette fois-ci, qu'il y ait une rupture, c'est-à-dire qu'on essaye de voir quels sont les programmes des sociétés qui sont pertinents, quels sont les leaders politiques pertinents et qui réellement on croit pourrait faire quelque chose pour la Guinée. Il ne s'agit pas d'être un beau parleur. Il ne s'agit pas d'avoir la verbe facile et venir réellement dire ou disons baratiner la foule et se dire non, c'est sur ce dernier-là il faut compter aujourd'hui. Nous avons 9 candidats. Il faut examiner au cas par cas, écouter et comprendre surtout cela, les projets de société, les programmes de société et savoir réellement lequel choisir. Je crois que c'est tout ce qui peut nous permettre une rupture. Sinon, ce sera un éternel recommencement et malheureusement, c'est ce qu'on a connu jusqu'ici et je pense bien que cette fois-ci, il peut y avoir une rupture. En 30 secondes, parce qu'on doit aller un peu. 30 secondes, moi je pense que c'est là où la nouvelle constitution viendra jouer son rôle parce que c'est permis, il y a les langues nationales qui sont maintenant, on peut les utiliser. Pour les questions de sensibilisation. Les utiliser parce que la majorité de la population guinéenne est analphabète. Donc si ces candidats sont honnêtes et sincères, je pense qu'ils ne vont pas jouer sur la conscience du bas peuple et ils seront honnêtes avec eux-mêmes. Ils vont présenter leur projet de société comme il se doit et comme il se veut. Et après, peut-être après cela, on espère que le peuple saura faire son choix. Un choix forcément. La pub, derrière, nous prendrons la direction du Sénégal. Sénégal où rien ne semble aller entre le président Bassirou Diomaye Faye et son mentor Ousmane Sonko. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum.
Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir, inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas... Merci de nous rejoindre dans le scanner. Si vous le faites maintenant, vous êtes sur Kavi Média et sur l'ensemble synchronisé de nos canaux. Vous le savez déjà, vous nous regardez sur Facebook. Vous êtes forcément sur Kavi TV, notre page officielle, sur notre site d'information, siaminfo.com et notre application mobile. Kavi Média disponible sur Play Store et App Store. Je le rappelais tantôt, je l'annonçais tantôt au Sénégal. Une nouvelle tension est apparue au sommet de l'État. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre
ministre Ousmane Sonko se retrouve une nouvelle fois en désaccord, un désaccord très ouvert, il faut le rappeler, au cœur du conflit, la destitution d'Aïssatou Bodj, coordinatrice de la coalition présidentielle, remplacée par l'ancienne première ministre Aminata dite Mimi Touré, une décision du chef de l'État qui ne fait pas unanimité au sein du PASTEF. Le parti du Premier ministre Sonko a aussitôt réagi. Les explications d'Amanatou Diallo et derrière ici en plateau, nous nous retrouvons pour les débats. On suit ensemble ces explications d'Amanatou Diallo. Nouvelle tension au sommet de l'État sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko vont à nouveau au cœur d'un bras de fer politique. En cause, la destitution de la coordinatrice de la coalition présidentielle, Aïssatou Bodji, remplace l'ancienne première ministre Aminata Touré. Une décision prise par le chef d'État au nom de l'unité et de la cohésion, mais aussitôt rejetée par le parti PASTEF du Premier ministre. Dans un communiqué, la formation d'Ousmane Sonko estime que le président Faye n'a pas le pouvoir de démettre Madame Bodji et affirme ne pas reconnaître l'autorité de Madame Touré. Un épisode qui illustre les dissensions croissantes au sommet de l'État entre un président qui veut affirmer son autorité et un premier ministre qui entend peser sur les grandes orientations du pouvoir. Oui, Mohamed Deleba, on a suivi les explications d'Amanatou Diallo. Ce que craignaient de nombreux observateurs se retrouve enfin sur la table. Où se pointe-t-il à l'horizon? Et les deux le font savoir quand même, disons, à travers les communiqués, les différentes sorties, et notamment le communiqué du PASTEF et puis les réactions, disons, le Premier ministre, c'est vrai encore, il faut dire qu'il demeure un tout petit peu dans le silence, mais il faut souligner que tout semble aujourd'hui sans dessous et que les relations entre les deux s'effritent. Les relations entre Ousmane Sonko et, disons, Bassirou Diomaye Faye semblent battre de l'aile de nouveau. Ce n'est pas une première fois que les relations entre les deux, disons, traversent une zone de turbulence, et cette fois-ci, c'est vraiment arrivé au grand public parce que ce qui se passe entre les deux, tout simplement, il faut dire que ça dépasse l'entendement. Il faut-il aujourd'hui s'interroger sur une éventuelle déchirure, ou bien faut-il parler même de déchirure actuellement? Je crois que c'est le terme qu'il faut, ce n'est pas trop de le rappeler. Depuis mardi 11 novembre au soir, un duel politique, disons, s'est ouvert sur la question de qui doit diriger la coalition Diomaye président, et créée en 2024 pour rassembler les soutiens à la candidature présidentielle de Bassirou Diomaye Faye en 2024. À l'époque, il faut dire que Ousmane Sonko ne pouvait pas y participer pour des questions juridico-politiques ou des questions tout court judiciaires, parce que Ousmane Sonko, disons, qui était jusque-là président du PASTEF, nous avons connu cette passe qu'il avait faite quand même, disons, à Diomaye Faye à la dernière minute, quelqu'un à qui on pouvait moins s'attendre, disons, surtout pour briguer la magistrature suprême. Donc les deux, aujourd'hui, les deux hommes ne sont pas du tout d'accord et le font savoir publiquement, principalement par voie de communiqué officiel, donnant le ton, disons, quand même, d'un bras de fer ouvert qui semble aujourd'hui mettre l'administration même, disons, sénégalaise dans une mauvaise posture, parce que qui connaît aujourd'hui la pertinence d'Ousmane Sonko et aussi, disons, la timide réaction de Diomaye Faye, pourrait ou peut facilement se rendre compte que ce bras de fer qui est ouvert risque quand même d'impacter, disons, grandement, non seulement la gouvernance de Diomaye Faye, mais aussi les relations qui lient les deux. Aujourd'hui, avec le remplacement de Dame Bodj, et n'oubliez pas que Aminata Touré était aussi je crois là, enfin était, jusqu'au moment où elle avait été nommée à la tête de cette coalition, conseillère personnelle du
président Diomaye Faye. Donc ça veut dire tout simplement aujourd'hui, c'est-à-dire politiquement corrects sont une nouvelle fois évoqués entre les deux. Et il faut se dire que cela se passe, c'est-à-dire quelques jours après le meeting géant organisé par le PASTEF. Par le PASTEF, pardon. Enfin, le PASTEF, la PASTEC. Par le PASTEF, d'Ousmane Sonko, un meeting qui, donc on dit aujourd'hui que ça a fait beaucoup de jaloux et surtout ça a aussi amené le président Diomaye Faye à réfléchir. Et ce mouvement aujourd'hui constitue quand même un premier désaveu parce que lors de ce meeting, Ousmane Diomaye Faye avait pris la parole et nous Ousmane Sonko avait pris la parole et nous connaissons le contenu de son discours. Ousmane Sonko qui s'est vertement attaqué, disons, à l'ancien président Macky Sall, notamment aussi à son parti, qu'il voit aujourd'hui comme étant les seuls responsables, et Macky Sall et son parti, responsables de l'endettement, parce qu'on parlait d'une dette, disons, cachée, que le président... Le pays est très endetté. Le pays est très endetté. Donc, de cet endettement et de cette dette cachée du président ou de la gouvernance Macky Sall, il y a eu des réactions au sein du PASTEF. Mais au-delà de tout cela, les différentes sorties politiques aussi d'Ousmane Sonko n'arrangeaient pas beaucoup Diomaye Faye, qu'on a vu quand même maintenir ce silence de cathédrale jusqu'à un moment donné, même si... Jusqu'en juillet déjà, ça avait commencé. Oui, évidemment, ça avait commencé. 2025. Beaucoup avaient donné Ousmane Sonko comme étant pour démissionnaire. Finalement, lui-même a rappelé qu'il va rester en poste. Aujourd'hui, tout semble indiquer qu'il ne va pas durer à la primature. Oui, parce que déjà, il y a une décision qui a été prise par le président Diomaye. Il a déjà un intérimaire. Par décret présidentiel, je lis la note, la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Yacine Fall, a été désignée pour assurer l'intérim du Premier ministre Ousmane Sonko, actuellement en congé. Cette décision de Diomaye Faye fait suite à l'absence temporaire du chef du gouvernement annoncée le 6 novembre dernier pour des raisons de repos et de réorganisation. Donc l'intérim de Yacine Fall s'étendra sur une période de 2 semaines durant laquelle elle sera chargée d'assurer la continuité des affaires gouvernementales, notamment la coordination du Conseil des ministres et le suivi des dossiers prioritaires. Est-ce qu'il faut rappeler d'abord, avant que le bas ne continue, je crois bien que cet intérim n'a pas de lien avec ce qui se passe maintenant. Non, mais on ne peut pas le dire. Voilà. On peut pas le dire. Voilà. C'est lié au repos. Pour le moment, c'est difficile de le dire. Pour l'heure. Non, quand la décision a été prise, je veux dire, on n'avait pas sous la main cette affaire-là. Si, ça c'est une décision. C'est ici une décision qui a été prise. Et il n'y a même pas 48 heures. Attention, on est en train de parler de la même décision là. Allez-y. Pour l'heure, il faut dire que Sonko est encore, disons, Premier ministre du Sénégal, jusqu'à ce que, disons, un acte de limogeage ou soit autre... Et parce que l'intérim, ça existe, on a vu... Oui, bien sûr, ça existe. On a connu même chez nous ici en Guinée, où à un moment donné, je crois que c'était lié au cas de maladie, où il y avait cumul même de postes, disons, à la tête même du pays. Donc, il faut dire aujourd'hui que les relations entre Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que ces relations ont commencé quand même à battre de l'aile. Mais vous avez rappelé, en juillet déjà, il y a eu beaucoup, c'est-à-dire des discours autour, disons, du duo. Et aujourd'hui, eux-mêmes, c'est-à-dire, même si ils n'en reconnaissent pas publiquement, mais à travers les faits et les actes posés par les uns et les autres, parce que n'oubliez pas, la personne ou la dame Bodj qui quitte la tête de la coalition est très proche de Sonko, et de l'autre côté, Dame Touré qui entre est aussi conseillère spéciale, je dis bien, j'insiste sur le mot, spéciale de Diomaye Faye. Alors aujourd'hui, ça en dit long sur le climat tendu entre les deux, et de l'autre côté, il faut savoir lire entre les lignes. Et cette décision, disons, de faire de Sonko un intérimaire de trouver un intérimaire. De trouver un intérimaire pour Sonko à un moment où beaucoup disent que Diomaye a encore besoin de lui,
c'est du politiquement correct. Il faut se dire qu'il y a anguille sous roche, ça en dit long. C'est pourquoi j'ai dit que les jours de Sonko, sûrement à la tête de à la tête de la primature, à la tête du gouvernement. Oui, on ne va pas continuer, on ne pourra pas ouvrir le débat. En deux minutes, rapidement. La France, je veux dire, le Sénégal, c'est notre voisin. Bon, c'est plus important que la France. Non, pas dans cette émission. Dans cette émission, tous les sujets sont importants. Oui, les sujets sont importants, mais la proximité géographique. Oui, ça c'est purement journalistique. Merci de cette émission. Merci. Et il le sait très bien. Voilà. Allez, ce qu'il faut dire, c'est que moi, quand même, il y a des choses qui m'ont intéressé sur disons, le communiqué du président déjà rappelant à l'Alliance effectivement qu'il avait écrit en septembre dernier à Mbodj de pouvoir justement organiser la conférence des leaders, éventuellement passer la main, et qu'il constate déjà que léthargie continue de ces côtés-là et qu'il y a des divisions persistantes au sein de l'Alliance. Donc, ces communiqués, enfin, cette requête-là concernait justement l'ensemble de leaders ou de politiques qui composent cette alliance-là, Diomaye président. Alors, le choix sur Dame Touré, il faut rappeler que Dame Touré aussi fut candidate opposante farouche au régime de Macky Sall, donc elle a été aussi première ministre, donc elle a un ancrage politique, donc disons des adversaires à un certain niveau avec le PASTEF, à un certain niveau c'était des adversaires. Donc vous pensez qu'avec ce meeting organisé par Sonko, Diomaye est en train d'une alternative sur laquelle il peut s'appuyer pour avoir cette légitimité? À ses risques et périls, parce que voyez-vous ce qui va se passer, est-ce que Sonko, je crois que c'est sans hésitation, le PASTEF a répondu l'Alliance, enfin l'Alliance, puisque ça regroupe plusieurs formations politiques, pour dire le président de la République du Sénégal n'a pas le droit ou le pouvoir de démettre Mbodj à la tête de session. C'est ce que le PASTEF a dit. Non, c'est frontal, c'est une réponse frontale. Vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'on dit rejetons, c'est-à-dire le parti PASTEF rejette catégoriquement cette décision, la décision même de Diomaye. Justement, et le choix d'abord la décision, après maintenant le choix sur Dame Touré, avec laquelle ils disent de n'avoir jamais partagé les mêmes valeurs. Donc ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas une concession possible, et ça veut dire que ce parti, parce qu'il y aura toujours de l'autre côté des conseillers dans l'ombre, des adversaires internes qui vont dire au président, attention, à la limite c'est toi le chef de l'État, il faut agir. Parce que ces congés, à mon avis, c'est politiquement motivé, et on verra bien que c'est une façon de prendre sa distance, et on nous dit c'est pour une question de repos, éventuellement de réorganisation. Et la réorganisation... C'est en 2026, je pense, la présidentielle du côté du Sénégal. En 2026, si je ne me trompe. 2026-2027, il doit y avoir une présidentielle de ce côté. En tout cas, les élections ont eu lieu en 2024, donc 5 ans après. 2024... 2027, 2028, 2029, j'y arrive. 2029, justement, 2029. Donc, un meeting géant est organisé pour répondre à la fois... C'est un avertissement vis-à-vis de Diomaye pour dire attention, je suis le seul. C'est vrai que c'est toi qui fus élu, mais je reste des maires. Justement, je reste le mentor, je reste le maître du jeu politique. Et de l'autre côté, ce sont les opposants. C'est-à-dire que l'ancien parti au pouvoir, avec les détracteurs qui sont là pour dire attention, qui pensaient que Sonko avait perdu sa popularité, c'était un message aussi pour leur dire attention, je reste de demeure pauvre au niveau du PASTEF et au niveau de la jeunesse sénégalaise. Donc ça veut dire que Sonko Diomaye, on en dise, l'autre chef de l'État du Sénégal, l'autre bénéficie d'une adhésion populaire très importante. Ouais. Donc ils sont tous issus du PASTEF qui ont au pouvoir aujourd'hui. Donc ce sont des personnalités dont sort et l'avenir politique sont intimement liés. Ouais, il faut le dire, hein. Le pouvoir c'est aussi ça, c'est une drogue et il faut faire très très attention pour ne pas en tout cas sombrer de ce côté. Nous osons croire que cette amitié sera préservée, mais sauf qu'en politique l'amitié n'existe pas, seuls les intérêts comptent, et nous comprenons ainsi cela, comme l'a rappelé Yaya.
peut-être c'est une réponse du berger à la bergère. Tu mobilises tout le Sénégal. Je m'appuie sur ton adversaire pour te faire trembler. On comprendra mieux à travers les jours et semaines à venir. Et quelques minutes encore, hein, et nous allons en profiter pour prendre la direction de la France. La France où la réforme des retraites de 2023 prend un sérieux coup d'arrêt. Les députés ont voté ce mercredi 12 novembre la suspension du test dans le cadre de l'examen du budget de la sécurité sociale pour 2026. Résultat du scrutin, 255 voix pour et 146 voix contre. Une décision qui relance le débat sur l'avenir du système de retraite français. Yaya Diallo. Évidemment, une question lancinante, un sujet qui perdure. Vous avez rappelé depuis 2023, nous sommes là-dessus. Ce qu'il faut rappeler, qu'est-ce que quand même... Sous Macron, nous avons assisté à une instabilité politique et institutionnelle au niveau de la France, avec près de 7 premiers ministres, en commençant par Édouard Philippe, qui fit son tout premier ministre 2017-2020. Après celui-ci, c'est Jean Castex, qui fit aussi premier ministre, qui avait géré la Covid-19 ou le Covid, ça dépend de ce que nous voulons dire. Les deux passent. Absolument. Donc, entre-temps, il y a eu Elisabeth Borne, pour la première fois, une dame première ministre là-bas, pour pouvoir quand même essayer de calmer les ardeurs. Ça n'a pas marché, parce qu'elle aussi, c'est le 49-3, parce que quand on est minoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, on passe par cette voie qui est autorisée au niveau de la loi française, mais qui comporte des risques. Finalement, elle n'a pas pu, et voilà, l'Assemblée a été dissoute, on a organisé les élections. Il y a Gabriel Attal aussi qui a été, disons, désigné pour pouvoir, l'un des plus jeunes ministres, premier ministre de la Ve République aussi, qui n'a pas pu jouer un grand rôle parce que tout simplement Macron n'avait plus la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de la première mandature, il en avait, disons, une majorité relative, ce qui pouvait lui permettre de faire passer un certain nombre de choses, même s'il avait besoin des concessions et des compromis politiques au niveau de l'Assemblée nationale à travers, disons, les autres coalitions politiques, notamment la France Insoumise, de l'autre côté le Rassemblement national, qui, il faut le rappeler, jusqu'à présent, a ce qu'on appelle le plus grand nombre de députés au niveau de l'Assemblée nationale française. Donc, finalement, Gabriel Attal aussi était obligé de partir, et c'est Michel Barnier qui fut nommé aussi et qui n'a fait que 3 mois. Qui n'a fait que 3 mois, finalement il n'a pas pu résister face, disons, à cette minorité que la Macronie a au niveau de l'Assemblée nationale, Ensemble pour la République. Et bien finalement il était obligé de présenter sa démission. Il s'en est allé. Après Michel Barnier, c'est François Bayrou, un doyen qui connaît, qui maîtrise très bien le rouage politique français. Et bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Parce que lui aussi vient avec tout ce qu'on a attendait. Avec tout ce qu'on attendait de lui, finalement il n'a pas pu. Et puis c'est à travers aussi le 43 qu'il avait bien voulu faire passer son budget. Et puis finalement il avait demandé un vote de confiance. Il a été carrément, purement et simplement justement remercié. Et puis finalement il était obligé de rendre sa démission. Donc eh bien, c'est dans ces contextes-là que l'ancien Premier ministre Sébastien Lecornu, l'ancien ministre de la Défense, désormais Premier ministre, vous savez très bien, lui aussi, après quelques jours, il avait présenté sa démission parce que tout simplement, il faisait face à un blocus politique qui ne lui permettait pas justement d'amorcer un certain nombre de réformes existentielles au niveau de la France. Un scénario incroyable. Absolument. Lecornu. Très incroyable. Absolument. Et bien finalement, il lui a été accordé une seconde chance. Le président lui avait dit d'essayer de rencontrer toutes les entités politiques et trouver ce qu'on appelle un terrain d'entente. Parce que en France, quand même, le Premier ministre, ces dernières années, nous nous sommes rendus compte que les Premiers ministres ont beaucoup plus de problèmes que le président élu. mais voyez-vous ce qui se passe? On a connu combien de Premiers ministres? C'est ça aussi la démocratie française. Oui. Parce qu'on ne s'immisce pas. Vous êtes Premier ministre et le chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement. Wow. Et la politique gouvernementale, il doit s'en charger. Donc il faut avoir tous les outils politiques qu'il faut voilà, pour pouvoir aller vers les autres, éventuellement trouver des consensus. Ce que Lecornu avait trouvé presque impossible parce que partout on l'avait déjà menacé de le faire, disons,
partir de sitôt. Donc, finalement, il a réussi quand même tout de même à avoir ce qu'on appelle tout le soutien. Oui, même si il y a eu des réticents, c'est-à-dire que les insoumis et les écologistes, parce que au regard de ce vote qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, en ce qui concerne cette mesure de suspension des réformes des retraités, ce qu'il faut dire, c'est que le Rassemblement national de Marine Le Pen avait voté oui, majoritaire à l'Assemblée nationale. Ouais. Le Parti socialiste d'Olivier Faure aussi, qui était jusque-là plus ou moins versatile dans ses positions, avait accepté le compromis et accompagné la Macronie. Et bien finalement, il y avait aussi d'autres petits partis qui étaient là-bas et qui ont accompagné. Donc ce qui a rendu la position initiale, s'il faut dire comme ça, de l'opposition française, impossible de pouvoir justement faire passer cette suspension. Alors finalement, c'était les insoumis qui sont restés sur leur position initiale. Les insoumis et les écologistes n'ont pas eu la majorité qu'il fallait justement pour pouvoir barrer la route. Et bien éventuellement la suspension, elle est adoptée. On verra bien, puisque c'est là où se pose le débat. Il y a d'autres qui pensent d'une potentielle, adoption définitive de cette réforme-là. Il y a d'autres qui pensent que, cette mesure qui a été prise est circonstancielle. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle dessus, parce que le schéma, le discours, le programme sur les élections prochaines doit nécessairement porter sur justement cette question lancinante et très difficile à résoudre sur la réforme des retraités au niveau de la France. On a expliqué un peu qu'est-ce qui devrait se faire, c'est-à-dire que par échelle, ceux qui ont accepté, puisque c'est loin de l'Afrique, il y a certains dès 16 ans qui sont déjà au niveau de la vie active. Donc 16 ans, vous êtes au niveau de la vie active, 18 ans, vous avez votre premier emploi. Vous pouvez, 2 ans avant l'âge requis pour pouvoir justement aller à la retraite, vous pouvez faire valoir votre droit à la retraite sans autant que cela puisse justement impacter votre vie. Il y a certains aussi qui ont, commencé à l'âge de 20 ans, donc 18 ans, 20 ans, il y a 2 ans d'écart. Ceux-ci aussi peuvent faire 2 ans aussi, bien avant que, l'âge requis ou exigé ne soit là. Donc il y a aussi d'autres, ça dépendra, qui pourront venir 22 ans après. Donc tout cela, c'est échelonné et c'est bien expliqué pour que ça puisse passer. Mais il y a des implications, encore une fois, sociales beaucoup plus complexes et pourquoi pas politiques aussi. Et pourquoi pas aussi politique, qui fait qu'aujourd'hui, ça patauge, on n'y arrive pas, parce que tout simplement aujourd'hui, Macron, avec son mouvement politique Ensemble pour la République, doit pouvoir justement faire beaucoup attention, parce que beaucoup disaient qu'après le Cornu, si on arrivait à faire partir le Cornu, et ça aussi c'est pas quelque chose, c'est pas une thèse à écarter, ça peut arriver, c'est vrai que plus ou moins il y a un consensus au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est quelque chose qui peut arriver à tout bout de champ, et quand ça passe comme ça, il faut dire que Macron aussi peut à tout moment partir, parce que tout simplement, il n'a pas la majorité qu'il faut, et aujourd'hui, la confiance des Français, ça a tombé drastiquement au regard de la politique française à l'étranger, mais aussi aux réalités européennes aujourd'hui. La France qu'on a connue, bien que néfaste pour l'Afrique, mais qui était présente quand même, qui défendait ses intérêts, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La France qui aujourd'hui s'efface sur la chaîne internationale, donc pour les Français aujourd'hui, il faut se débarrasser de Macron et faire face aux réalités. Bien. Parce qu'on pense que c'est Macron, mais aujourd'hui, ce sont les réalités géopolitiques qui ont changé. Je crois qu'il faut aller avec, mais tout est-il qu'aujourd'hui, Macron reste et demeure encore une fois l'un des présidents les plus impopulaires de la Ve République au regard des résultats obtenus et de l'instabilité politico-institutionnelle instaurée depuis le début de son deuxième mandat. Deuxième mandat, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire passer cette réforme, une réforme qui prend un nouveau coup, puisque ce n'est pas une première. Il a déjà rappelé l'historique. On ne pourra pas aller plus en profondeur sur ce sujet, puisque nous sommes taxés par le temps. Mais pourquoi pas, nous y reviendrons les jours et les semaines à venir. Pourquoi pas pour mieux cerner cette actualité aujourd'hui qui reste sur la scène, un sujet de débat très très important. Merci à Diana. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à vous, Diana Boucham.
Merci Abdallah et merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Fatou Kébé. Merci Abdallah et merci à tous. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous, aux équipes techniques, à la réalisation, à la régie, à la production. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité, pourquoi pas avec d'autres acteurs. D'ici là, prenez soin de vous rester en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée.